Bonjour et bienvenue à Tout savoir, exclusivement sur TV Rogers. Mon nom est Claude-Andrea Bonnier. Je me fais un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je disais tantôt à mon premier invité avant d'entrer en ondes qu'aujourd'hui, l'émission, vraiment, elle est bouquée, full. On a beaucoup de choses à discuter, mais tout de suite pour commencer, j'ai avec moi le professeur en études des conflits et expert du rôle des ombudsmen à l'Université Saint-Paul, Brent Epperson. Et aujourd'hui, on va parler d'un événement qui arrive très bientôt. Donc, ce lundi, un symposium. On va laisser le symposium un peu plus tard, mais tout de suite pour commencer notre discussion, j'avais vraiment envie de poser comme question, quand on parle de gestion de conflits, on fait allusion à quoi? Oui, donc à l'Université Saint-Paul, en études de conflits, on a des cours théoriques, mais aussi pratiques. Donc moi, je suis plus côté pratique en termes de résolution de conflits au travail. Principalement le travail d'ombudsman, mais aussi les systèmes de gestion de conflits. Donc pour moi, ce qui m'intéresse, c'est les conflits au travail, comment mieux gérer les conflits qui arrivent, mitiger les conflits et trouver les meilleures façons de résoudre les conflits quand ça arrive. Alors quand on parle de conflits dans le milieu du travail, c'est quoi les premières causes de ces conflits-là dans un milieu de travail? Ça fait 10 ans que je travaille comme praticien, en plus d'être enseignant. Et ce qu'on voit le plus, c'est les problèmes de communication. C'est les malentendus. Les humains. Les humains sont pareils partout. Mais aussi au travail, on peut avoir des problèmes plus graves, comme même le harcèlement au travail, que ce soit l'harcèlement moral, l'harcèlement sexuel, l'harcèlement racial. Donc ce sont des choses plus difficiles à gérer que les problèmes de communication. Mais si on travaille dans le milieu, il faut être ouvert à gérer les problèmes simples et les problèmes beaucoup plus compliqués. Alors, j'imagine qu'une gestion de conflit dans un milieu de travail sera différente dépendamment de la problématique. Ça ne sera pas la même approche, ça ne sera pas les mêmes stratégies. Oui, disons qu'il y a des stratégies qui s'appliquent partout en termes de ce qu'on va offrir en service. Mais il faut s'adapter à son contexte aussi de travail. Il faut connaître le milieu dans lequel on travaille. Mais généralement, un ombudsman, il va commencer par un coaching. Donc, il va travailler individuellement avec la personne, aider la personne à améliorer ses propres approches de résolution de conflits, apprendre à mieux communiquer avec ses collègues. OK, donc on parle de la personne, le gestionnaire, le directeur, c'est ça? Oui, en tant qu'ombudsman, on travaille avec les gens de tous les niveaux. Donc, que ce soit les débutants dans une compagnie ou une agence du gouvernement, jusqu'au PDG d'une compagnie ou directeur d'une agence, etc. OK. Donc, on travaille avec tout le monde, on est indépendant, impartiel, on offre des services confidentiels. Et informel. Donc l'informalité, c'est très important parce qu'on offre une voie alternative aux plaintes formelles et aux poursuites judiciaires, par exemple. S'il y a un malentendu avec l'entreprise qui s'aggrave, on offre d'autres façons de résoudre ces problèmes qui souvent ont des meilleurs résultats que les voies formelles. Intéressant. On devait parler, Brent, toi et moi, un peu plus tard du rôle de l'ombudsman. Je pense que tu es déjà rentré un tout petit peu. Oui. Mais moi, je vais revenir encore un tout petit peu en arrière. Vous posez la question de savoir, un professeur en études conflits à l'Université Saint-Paul, c'est quoi qu'il partage comme savoir à ses étudiants? Merci pour cette question. Donc, les conflits touchent la vie humaine partout, dans la vie personnelle, les relations entre les pays, comme on voit dans le monde de nos jours, malheureusement, et comme je disais plus tôt, au travail. Donc, dans notre département, on aborde tous ces sujets de conflit. En revenant au sujet de conflit au travail, par exemple, les étudiants qui s'intéressent à devenir praticiens, qui veulent être ombudsman, médiateurs privés, travailler pour le gouvernement fédéral, ils peuvent acquérir chez nous les compétences qu'il faut pour travailler dans ces domaines. Donc, par exemple, la médiation, le coaching en résolution de conflits, les pratiques réparatrices pour les conflits de groupe, les discussions facilitées pour les personnes en conflit. Et ce sont des compétences, en fait, qui transfèrent entre les professions. Et qui ne s'appliquent pas uniquement à la vie professionnelle, mais à la vie privée aussi. Apprendre à mieux gérer les conflits, mitiger les conflits,
ce sont des compétences qui nous servent tout au long de la vie. Ben oui, définitivement. Là. Et puis, je suppose que c'est c'est un processus qui dure un tout petit peu parce que est-ce que c'est un bac, est-ce que c'est une maîtrise pour arriver à pouvoir exercer dans ce domaine-là? Il va nous rester 30 secondes avant la pause. Oui, donc nous offrons des baccalauréats, donc des bachelors, des masters et aussi un doctorat en études de conflit. Intéressant. Et nous sommes en train de développer un nouveau programme de master pour ceux qui s'intéressent à devenir praticiens aussi. En tout cas, Brown, je vais te garder avec moi. On va prendre une petite plaisir. pause parce qu'après la pause, on va parler ensemble du symposium annuel de l'Université Saint-Paul sur la résolution informelle des conflits. J'ai beaucoup de questions à te poser là-dessus et je suppose que nos téléspectateurs seront très contents d'écouter mes questions. On revient juste après la pause. Vous regardez Tout savoir. Merci beaucoup. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Ceci est le cœur d'un homme. Un cœur qui a désespérément besoin de soins médicaux. Mais comme 78% des Autochtones sont victimes de racisme dans les soins de santé, ce cœur risque de ne pas obtenir l'aide dont il a besoin. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Des soucis, des ennuis, du stress, de la tristesse. Nos bénévoles écoutants vous aident à y voir plus clair. Centre d'écoute Tao-Taled, bonjour. Vous appelez, on vous écoute. Intéressant ça. De retour à Tout savoir. Avant la pause, on parlait de gestion de conflits avec le professeur Brent Epperson de l'Université Saint-Paul. J'ai eu plein de petites questions à poser par rapport à la gestion de conflits et je me rends compte que c'est quelque chose qu'on vit dans tous les domaines de nos vies. Et à l'Université Saint-Paul, vous préparez vos étudiants pour le marché du travail à gérer convenablement les conflits. Et on veut parler maintenant de ce symposium-là qui arrive très bientôt, qui va tourner autour du rôle de l'ombudsman. Puis moi, ce mot-là, ce métier-là, je ne le comprends absolument pas. C'est qui le ombudsman et comment on fait pour arriver à avoir un rôle pareil dans notre société? C'est une excellente question. C'est vrai que c'est un mot et une profession qui n'est pas toujours bien compris. Oui, ça c'est vrai. Déjà, c'est un mot suédois qui est entré dans la langue française et la langue anglaise, ombudsman. Mais parfois en français, on entend aussi conciliateur, médiateur du travail, médiateur institutionnel. Au Québec, on dit protecteur des droits. Parfois, on entend même défenseur des droits, protecteur des citoyens, défenseur des citoyens dans certains pays. Mais c'est la même chose. C'est juste le nom qui change alors. Le nom qui change. Mais le mot le plus fréquemment employé, c'est ombudsman. En anglais, parfois, de plus en plus, on dit ombuds, parce que c'est pas genré. Voilà. Mais c'est une profession en pleine expansion, parce que les entreprises, les gouvernements, d'autres institutions ont compris que c'est souvent plus efficace et beaucoup moins cher de résoudre les conflits à l'amiable que par les voies formelles. Donc, un ombudsman travaille au sein d'une institution ou parfois à l'extérieur. Donc, il peut faire partie de l'organisation, de l'agence au gouvernement, département au gouvernement, ou bien il y a de plus en plus d'ombudsman externes qui sont contractés par les entreprises, les syndicats, pour mieux gérer les conflits qui arrivent entre les employés.
entre clients et employés, etc. Ça veut dire qu'il y a une grosse crise quand on fait appel à un ombudsman, parce que je pense que les gens des ressources humaines sont supposés pouvoir gérer certains conflits, mais si on fait appel à un ombudsman, c'est parce que le conflit, il est vraiment comme ingérable. Ben, les services de ressources humaines sont très importants aussi, mais c'est pas pareil. Okay. Donc, l'ombudsman n'est pas forcément là seulement pour gérer les crises. On peut aller consulter un ombudsman au début d'un conflit pour savoir comment mieux gérer, s'en sortir tout seul, sans avoir recours aux services de ressources humaines, sans avoir besoin de formaliser le conflit. Donc, l'ombudsman est là à tout moment, que ce soit le début du conflit, au milieu ou vers la fin, quand c'est ça aggravé, pour vous aider à mieux gérer la situation, et pas uniquement le conflit actuel, mais les conflits futurs. Okay. L'ombudsman, typiquement, offre aussi des formations, des ateliers au sein des organisations, dans les universités, les entreprises privées, au gouvernement fédéral. On a beaucoup de collègues ombudsman qui font un excellent travail au gouvernement fédéral. Donc, ce que les gens devraient savoir, le plus important, je pense, c'est de se demander, est-ce que j'ai un ombudsman où je travaille et comment je peux bénéficier de ce service. Et souvent, même les employés dans les grandes entreprises, ils ne savent pas qu'ils ont un ombudsman. C'est ça que j'allais poser comme question. Est-ce que quand une entreprise ou bien un organisme fait appel à un ombudsman, il se doit d'informer ses employés? On espère. Si on devient ombudsman, on espère que l'entreprise ou l'agence ou l'université va annoncer et expliquer que le rôle existe. Mais de mon expérience, depuis 10 ans, je rencontre parfois des visiteurs, c'est le terme qu'on utilise pour les clients, qui disent « je travaille ou j'étudie ici depuis des années et je ne savais pas que ton rôle existait. » Donc on fait de notre mieux d'expliquer qu'on est là, mais souvent on ne pense pas au conflit avant de souffrir. C'est ça. Donc, les gens nous trouvent... On préfère guérir que prévenir. C'est ça. Alors, donc, dans ce contexte-là, je me rends compte que le rôle de l'ombudsman est vraiment super important et chaque entreprise devrait avoir accès à un ombudsman, comme chaque organisme, chaque entreprise, chaque société. De mon point de vue, il n'y a aucune entreprise, aucun gouvernement, aucun secteur qui ne peut pas bénéficier des services d'ombudsman. Moi, j'aimerais voir les ombudsman partout. Ça fait partie de mes recherches et mon enseignement. Mais ce n'est pas tout le monde qui a accès pour le moment. C'est une profession en pleine expansion, mais malheureusement, il y a toujours des entreprises, des services qui n'ont pas encore créé un rôle d'ombudsman. Alors, je vois qu'il y a un symposium qui arrive sur la résolution informelle des conflits. Ça va commencer le 6 mai 2024. Je pense qu'on va voir le site Internet du symposium passer à l'écran. J'aimerais demander à Brent, qu'est-ce qui va se passer pendant ce symposium? C'est quoi les différentes thématiques que vous allez toucher? Donc, merci pour la question. Nous sommes très enthousiastes d'accueillir cet événement la semaine prochaine. C'est lundi et mardi, donc le 6 et 7 mai, à l'Université Saint-Paul. Les inscriptions en ligne sont toujours ouvertes. Donc, on a des personnes qui viennent en présentiel et aussi en ligne. En ligne, oui, oui. Exact. Donc, les inscriptions en ligne sont ouvertes tout le week-end. Mais on a des ombudsmen du Canada, des États-Unis, de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique latine qui participent et qui parlent de leurs expériences, qui échangent des idées, qui parlent du développement de la profession, les meilleures pratiques dans la profession et de l'avenir de la profession. Donc, j'encourage tous les employeurs, tous les membres de la communauté qui s'intéressent à comprendre comment un ombudsman peut aider à mieux gérer leurs conflits au travail, de participer et de nous poser des questions. Alors, tu as mentionné tout à l'heure que vous allez discuter sur l'avenir de ce rôle-là. Selon toi, dans 5 ans, on va dire 5 ans, ça serait quoi? Ce que tu voudrais pour les ombudsmen du Canada en particulier? J'aimerais que tous les travailleurs au Canada, que ce soit dans le secteur public ou privé, aient accès à un ombudsman. Et dans mes recherches, dans mon enseignement, c'est ce que je vise à promouvoir, mes contacts avec la communauté. Et les gens qui s'intéressent à savoir comment créer un bureau d'ombudsman, ils peuvent toujours me contacter. Ça me fait plaisir de
d'aider les entreprises et les autres à créer des services d'ombudsman ou à entrer en contact avec des agences externes qui offrent des services d'ombudsman. Merci beaucoup, Brent. Très belle initiative. Et pour les gens à la maison, Brent l'a dit, là, vous pouvez le contacter directement si vous avez besoin de savoir comment entrer ce rôle-là dans votre entreprise et pouvoir le faire bénéficier à vos employés en particulier. Vous êtes invité à visiter le www.ustpol.ca pour avoir plus d'informations, non seulement sur le travail de Brent, le contacter, mais également pour le symposium de l'Université Saint-Paul sur la résolution informelle de conflits qui va commencer ce lundi 6 mai. Vous allez sur le site Internet pour prendre toutes les informations et prendre votre inscription. 2 choses que vous pouvez faire, le suivre en ligne ou même y participer en personne. Tout est possible. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'activité physique. Vous regardez Tout savoir. Merci beaucoup. Savez-vous que plusieurs éléments clés peuvent réduire vos risques de chute? Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi, vendredi, 10h sur TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Ici Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment vous dilater la rate, faire du bien à votre santé et surtout être de bonne humeur. Tous les bienfaits du rire en bonne compagnie. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Je suis Mireille Gauvin, professeure de yoga, et pour la 4e année consécutive, ça me fait grand plaisir de partager avec vous différents aspects du yoga. Yoga en progrès, lundi, dimanche, dès 8h30 sur TV Rogers. Le transport en commun, la collecte des déchets, le déneigement de votre rue. Comment rester informé sur ces services municipaux importants? Voyez les élus de votre communauté à l'œuvre grâce à la couverture du Conseil municipal de TV Rogers. De retour à Tout savoir, on parle maintenant d'activité physique, surtout des camps de jour pour vos jeunes cocos. Je sais que les parents commencent à réfléchir à ça avec moi. Frédéric Ouellet, qui est éducateur physique, et j'ai demandé à Frédéric de me partager certaines thématiques qu'il aimerait qu'on discute durant cette entrevue-là. Et tu m'as fait une très belle description que j'ai beaucoup aimée au tout début, où est-ce que tu disais que tu étais papa de 2 enfants et tout ça. Donc j'imagine que toi, tes enfants, là, ce sont des gens qui sont amoureux d'activité physique. Oui, ils ont été plongés dans le bain. C'est sûr que c'est une passion pour moi là, de leur montrer tous les sports que je peux. Là. Je veux vraiment qu'ils se développent, comme la théorie l'enseigne. Là. Dans le fond, je veux qu'ils apprennent une dizaine de sports avant qu'ils aient 12 ans. Puis après ça, ben, ils choisiront leur passion à eux, puis ils se développeront à leur rythme, puis selon leurs intérêts, leurs talents. Et le plus important, c'est de transmettre la passion et de le faire en ayant du fun. Oui, parce que en ayant du plaisir, en faisant de l'activité physique avec du fun, du plaisir, bien, on l'apprécie, puis c'est là que ça peut être bénéfique pour la santé. Là. Donc, l'idée, c'est de trouver des activités qui vont nous plaire, qu'on va aimer, puis qu'on va vouloir continuer avec le temps. Là. Puis, à le faire de façon sécuritaire. Puis, combien d'activités physiques, Frédéric, toi, tu fais en ce moment? Moi, en ce moment, je pratique la course en sentier, puis je fais la natation. Okay. C'est pas mal les 2 sports que je fais. L'hiver, j'adore faire du ski de fond, mais cet hiver, je veux dire, plutôt, on n'a pas été très gâtés là, en termes de conditions météorologiques, oui. Météorologiques, là, mais ces 3 sports-là là, que j'aime pratiquer là, ces temps-ci. Ça dépend là, de l'occupation du temps que j'ai. Là, avec, je parle de 2 jeunes enfants, puis enseignant, entrepreneur. Je cours après le temps, mais... Oui. Merci d'être là déjà, parce que j'imagine que tu dois être super occupé. Et puis moi, j'avais envie de te demander comment c'est parti l'idée de l'entreprise Kiné Actif. C'est parti un peu spontanément. J'étais kinésiologue, je travaillais dans des salles d'entraînement, dans le milieu de l'activité physique, puis j'ai eu le goût d'influencer à ma manière, puis d'aller chercher des résultats. J'aurais préféré être employé puis avoir
plus de loisirs, je pense. Mais j'ai opté pour cette voie parce que j'aime influencer. Puis le milieu de l'entrepreneuriat me permet de faire ça. Et puis, lorsque tu as lancé Kiné Actif, est-ce que les gens ont tout de suite accroché? Ça fait combien de temps déjà que l'entreprise existe? Ça existe depuis que je suis sorti de l'université. Ça a commencé en l'an 2000. Mon Dieu, ça fait quoi? 99-2000. Ouais, 24 ans, presque? Oui, j'étais à l'université encore. Les services ont évolué avec le temps. C'est sûr. Alors, comment les services ont évolué? Ça, c'est une bonne question aussi. Bien, au départ, je donnais des cours de patin roue aligné aux gens, des cours privés, des cours de groupe. Puis est venu, j'ai été chercher mon diplôme en activité physique, j'ai été entraîneur personnel, je faisais des évaluations de la condition physique, des cours en groupe, des cours en plein air. Puis éventuellement, mais en devenant éducateur physique dans une école, j'ai décidé d'offrir des services pendant les vacances scolaires. Ça convenait mieux à mon horaire. Puis là, je me suis concentré sur les camps d'été pendant plusieurs années. Donc, les parents peuvent avoir totalement confiance en toi. Tu es un expert, tu sais exactement ce que tu fais. Alors, je veux parler maintenant des camps que tu vas offrir cet été. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais que ça va se faire dans la région. Est-ce que déjà, même là, juste pour repartir en arrière, est-ce que les camps se ressemblent à chaque année? J'essaie d'apporter des petites nouveautés, des nouveaux camps pour que les enfants puissent aller actualiser mon camp puis qu'ils fassent des apprentissages qui vont être appropriés à l'évolution là, de la société, là, dans le fond. Fait qu'avec le temps, j'ai apporté des camps en sciences, des camps robotiques. Des camps robotiques? Oui, parce que là, on sort de l'activité physique. Ouais, je pourrais apprendre avec les enfants, là, dans le fond, dans mes propres camps, mais c'est pas moi l'expert là-dedans, c'est le moniteur qu'on trouve, puis le spécialiste qui s'occupe de enseigner la programmation aux enfants. Fait que là, on va programmer nouvellement cet été un petit drone là, qui est fait pour apprendre. Oui, mais moi, je suis pas l'expert là-dedans. Non, mais c'est plus l'activité physique. C'est sûr qu'avoir du choix, en fait, dans mon camp de jour, là, ça me donne plus envie de venir pour un enfant parce qu'on sait qu'il se déconcentre très, très, très rapidement. Puis, s'il est concentré ou focusé sur la programmation, la robotique, les Legos, puis que là, il tombe dans mon camp, mais on va le faire bouger, votre enfant, parce que je les garde pas juste à faire de la programmation, vu ma passion pour les sports, l'activité physique. Puis on est un camp de jour accrédité. Dans le fond, on a des normes à suivre, puis des politiques. Puis la politique, c'est on va jouer dehors cet été. Fait que, ouais. Alors, pour les parents qui nous regardent en ce moment, qui seraient intéressés par le camp de jour, est-ce qu'en ce moment, les inscriptions sont ouvertes? Je suppose que oui. Oui, c'est ouvert. Il me reste des places. On a beaucoup de camps de jour là, qui sont au bord du parc de la Gatineau, fait que les enfants peuvent bénéficier de l'air pur, de l'effet qui nous a peut-être manqué l'été dernier, hein, dans le fond, là, avec la fumée qu'il y avait là, au-dessus de la ville. Fait que là, maintenant, cet été, on espère pouvoir en profiter puis de sortir dehors puis de faire du sport à l'extérieur. Donc, tu sais, je dirais que... fait que dans le fond, c'est que... C'est ça. Fait que c'est ce qu'on souhaite faire cet été, là. Oui, les inscriptions sont ouvertes, puis il nous reste des places dans plusieurs domaines, là, parce que nous, il y a des petits imprévus qui nous sont arrivés. Donc, il a fallu se relocaliser. Fait qu'on on est encore là, on n'est pas tout plein, il reste encore des places. Là. Alors, quand un parent, il s'inscrit pour... Est-ce qu'il peut s'inscrire de manière journalière ou bien c'est vraiment, on s'inscrit pour, je te dirais, un mois et demi? Comment ça fonctionne avec Kiné Actif? Bien, nous, ça fonctionne à la semaine. Dans le fond, chez nous, on achète des camps à la semaine selon le lieu ou l'intérêt de l'enfant. Là. Dans le fond, le lieu où est-ce que vous voulez envoyer l'enfant. Puis... durant la semaine, puis aussi, bien entendu, ouais, c'est ça, ça fonctionne à la semaine. À la semaine, OK. Kinéactif.com, je pense que c'est le site Internet à visiter si vous avez besoin de plus d'informations sur les camps de jour pour pouvoir inscrire votre petit coco. Notre éducateur physique ne s'arrête pas là. Je pense qu'il y a aussi la natation. On veut parler de ça vite fait. Il nous reste juste quelques minutes. Là, il y a un site Internet aussi pour les cours de natation que tu offres et c'est des cours à partir de 6 mois. Oui, c'est ça. On offre des cours de natation. J'ai racheté une entreprise. Je suis un repreneur officiellement. J'ai acheté une entreprise l'année dernière. Bravo. Puis C'était partout. C'est tout qu'un processus, là, acheter une entreprise. Puis la natation, bien, c'est une passion, là, c'est un intérêt que j'ai, là, dans le fond. Donc, on enseigne la natation aux enfants en leur faisant découvrir l'eau à 6 mois. Puis après ça, bien, ensuite, on a des cours de natation qui leur permettent d'apprendre des techniques puis de se comporter sécuritairement
hors de l'eau, puis à l'intérieur de l'eau. OK. Fait que c'est ça notre mission. Puis que les enfants là, s'amusent aussi dans l'eau. Puis cet été, ce qu'on compte offrir, c'est des cours de natation privés chez les personnes qui ont des piscines à leur domicile. Ah, OK. Donc là, en ce moment, si je pars sur le site Internet, je peux facilement avoir accès à ça? Pas tout à fait encore. Le projet là, est en construction. OK, parfait. Bientôt, on va pouvoir le faire. OK. Merci beaucoup, Frédéric. Je te souhaite bonne chance parce que j'imagine qu'ils sont gentils avec toi hein, quand ils sont en train de s'amuser. J'imagine. Parce que souvent, imagine de t'occuper de quoi? 10 enfants, 15 enfants en même temps. Ah! Ça prend bien entendu beaucoup de patience, mais il faut avoir le goût de se donner. Là. On donne plus qu'on... dans ces journées-là, là, on donne beaucoup. Fait que oui, les enfants, quand je suis gestionnaire, ils viennent me voir puis ils apprécient ce que je fais, ce que je crée, mais tu sais, quand j'anime, quand j'éduque, quand j'étais à l'école, puis je suis enseignant aussi, là, à ce moment-là, bien, les enfants, ils sont plus à l'aise et s'en permettent un petit peu plus. La seule question que je me suis oubliée de demander, c'est la tranche d'âge pour laquelle les camps de jour sont accessibles. C'est une bonne question. Les enfants peuvent y aller de 5 à 12 ans. 5 à 12 ans, OK. Les enfants peuvent aller au camp de jour de 5 à 12 ans. On a aussi un programme pour les adolescents qui veulent apprendre à devenir moniteurs chez nous. Puis après ça, bien, quand les jeunes sont plus vieux, vers 16-17 ans, bien, là, on les introduit au marché du travail en devenant là, moniteur de camp d'été. Parfait. Merci beaucoup, Frédéric. Et puis, pour les parents à la maison, le site Internet à visiter pour les camps de jour offert par Kiné Active, c'est www.kinéactive.com, le site Internet que vous voyez à l'écran en ce moment. Et deuxièmement, pour ceux qui sont plus pour la natation, vous pouvez visiter le deuxième site Internet qui est Molécules en Action, donc molécules au pluriel, moléculesenaction.ca pour avoir accès aux cours d'été. Ce que je viens d'apprendre, c'est qu'il y aurait possibilité d'avoir un moniteur chez vous à la maison si vous avez une piscine pour pouvoir prendre des cours. Mais ça s'en vient pour bien plus tard. Bien plus tard. Donc, visitez le site Internet pour suivre l'actualité de moléculesenaction.ca. C'est ça, .ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'une surprise qui arrive ou qui est déjà là même présente au Musée canadien de la guerre et au Musée canadien de l'histoire. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est pour ça que je dis que c'est une surprise et on va le découvrir ensemble après la pause. Vous regardez Tout savoir. Merci. Si vous aimez la bonne nourriture, je vous invite à vous joindre à nous pour concocter de délicieuses recettes d'inspiration française. C'est bon cuisiner. Jeudi 13h sur TV Rogers. À la réalité de la parentalité, nous nous adressons à des parents, peu importe le portrait familial, en vous donnant des ressources et des conseils qui vont vous faciliter la tâche. La réalité de la parentalité. Dimanche 19h sur TV Rogers. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Je vais vous parler des défis puis des enjeux qu'on a, bien sûr, mais surtout des défis. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. Chaque semaine, Carl et moi vous emportons la pêche sur des plans d'eau différents aux environs de la capitale nationale. De l'Ochigan, Brochet, au saumon, l'action est toujours au rendez-vous. Pêche Évasion, samedi 12h30 sur TV Rogers. Avec TV Rogers, vous pouvez encourager votre équipe locale dans le confort de votre salon. Rendez-vous à la patinoire, au terrain de jeu ou au gymnase avec nous. Regardez et encouragez les athlètes amateurs de votre région sur TV Rogers. Bon, c'est comme si, de retour à Tout savoir, bon, j'ai dit que j'allais essayer de le porter. Mes invités se sont moqués de moi, mais je ne sais pas à quoi je sais pas à quoi je ressemble. Comme je l'ai dit, il y a des choses qui se passent au Musée canadien de l'histoire, au Musée canadien de la guerre. Et pour en parler, Jennifer Bala-Savicius, spécialiste en apprentissage, qui est accompagnée de Eliane Nadeau, qui est aussi spécialiste en apprentissage. Je sais qu'il y a une qui représente le Musée canadien de l'histoire, c'est Eliane, et Jennifer, le Musée canadien de la guerre. On veut parler de ces... Qu'est-ce qui se passe, en fait? Parce que moi, j'ai dit que ça va... J'ai des chapeaux, j'en porte, j'ai un doudou ici que je vais garder peut-être, là. Mais qu'est-ce qui se passe, en vrai? Qui veut commencer, Jennifer? Parfait, oui. Qu'est-ce qu'on a à l'instant aux deux musées? C'est des présentations de 15 minutes.
avec nos interprètes de programme, où ce qui fait une introduction pour les visiteurs d'une façon interactive avec certains matériels qu'ils vont peut-être voir dans différents espaces dans le musée, juste pour leur donner un petit goût à quoi attendre pendant leur visite. Je trouve ça intéressant. Pourquoi? Parce que ce soit le Musée canadien de la guerre ou le Musée canadien de l'histoire, c'est vraiment très vaste. Il y a plusieurs galeries. Souvent, tu te dis, OK, je commence où? Je termine où? Donc, avec... Vous voyez, il y a tellement de belles choses. C'est intimidant. Tu te dis, OK, je vais au musée pour 1 heure. Ça se peut pas qu'en 1 heure, tu vois tout, là. Ouais. Ça se peut pas, parce que tu es toujours en train de traîner, en train de voir des vidéos interactives. Finalement, tu regardes là, c'est terminé. C'est très, très facile de passer des heures puis juste avancer quelques pas, des fois. C'est très, très, très possible. Alors, comment vous avez eu l'idée, peut-être Eliane pourrait en parler, de peut-être lancer ce projet-là avec vos interprètes? Oui. Ça fait que l'idée, on l'a eu, on voulait vraiment exciter les gens. Comme vous avez dit, les musées sont vraiment... sont très vastes, sont un peu intimidants. On ne sait pas par où commencer. Ça fait qu'on voulait juste leur donner un peu de direction aux visiteurs. Ça fait qu'on a eu l'idée de juste avoir des présentations courtes de 15 minutes, juste en tant que survol. Ça fait qu'au Musée de l'Histoire, on fait un survol de la Grande Galerie et de l'exposition de la Salle d'Histoire canadienne aussi. Ça fait que c'est juste donner un petit goût et juste pour exciter les gens à visiter les galeries et juste leur mettre en direction. C'est vraiment... Donc, en 15 minutes, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive au musée de l'histoire pour la première fois, il va rencontrer ces interprètes-là, ou au Musée canadien de la guerre, pareil aussi, il va rencontrer ces interprètes-là à l'entrée? Pas nécessairement. Au Musée de la guerre, ils vont être dans notre galerie Le Breton. Le Breton, OK. Qui est où tu peux voir la collection de technologie militaire, fait que les gros chars d'assaut que peut-être on voit de l'extérieur des fenêtres. Ça va être dans cet endroit-là. C'est quand même un bel grand endroit pour accueillir plusieurs individus. Puis au Musée de la guerre, ça va être l'introduction au Canada et la Première Guerre mondiale. Puis au Musée de l'Histoire, ça passe... Galerie, La Grande Galerie, puis la Salle des Premiers Peuples, ça fait que le premier niveau. Et en haut, au 3e niveau, on parle de la Salle d'Histoire canadienne. Ça fait qu'on va passer par le début du Canada, le Canada colonial et le Canada moderne. C'est vraiment juste donner un aperçu de ces 3 galeries-là et de quoi s'attendre. Est-ce que les présentations, je suppose que les présentations sont bilingues? Oui. Ils passent aux 2 sites 4 fois par jour, 2 fois en français, puis 2 fois en anglais. OK, donc si moi j'arrive... Est-ce qu'on a les heures de ces présentations? Oui. Oui, parce que 4 fois, je ne sais pas exactement c'est à quelle heure que je dois... Oui, désolée. C'est... Pour la présentation en français, c'est 9h30 et à 12h30. Parfait. Pour la présentation en anglais, c'est 11h et 14h. J'ai envie de vous demander, vous, dans votre travail, que ce soit au Musée canadien de la guerre ou au Musée canadien de l'histoire, peut-être que je vais parler à Eliane pour commencer. C'est quoi qui vous passionne? Spécialiste en apprentissage. Le terme est tellement comme... Donc, je me dis quelque part, c'est grâce à vous qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit dans nos différentes galeries et tout ça? Honnêtement, pour moi, ce qui me passionne, je suis une individu qui est très, créative et qui focus vraiment sur le développement. J'ai fait mes études en éducation puis en histoire. Ça fait que j'ai combiné les deux un petit peu. Ça fait que là, je suis vraiment comme dans mon domaine, dans... Ton domaine d'expertise. Oui, exactement. Je suis vraiment passionnée, là, puis c'est toujours un différent projet. Ça fait que c'est jamais la même chose 2 fois. Des fois, c'est un événement, des fois, c'est la programmation. Ça dépend tout le temps. Est-ce que tu t'impliques aussi dans la programmation jeunesse avec qu'est-ce qu'il y a pour le musée des enfants au Musée canadien de l'histoire? Oui, ça fait qu'en fait, il y a quelques jours, j'ai changé la programmation dans le studio, dans le musée des enfants. Ça fait qu'en ce moment, pour le mois de mai? Pour le mois de mai et juin aussi, les enfants vont planter des tournesols. Ça fait qu'ils peuvent aller planter des petites fleurs. Non, c'est super cute, mais c'est
vraiment le fun aussi. Ça change tout le temps. Mais Définitivement, là, Ouais. je dis, il y a plein d'activités à faire dans les musées. Hein. Et pour toi, Jennifer, dis-moi, comme Eliane vient de le mentionner, toi, qu'est-ce qui te passionne? Je pense que Eliane a trop bien dit. Puis pour moi, c'est vraiment la même chose. J'ai fait mes études sur les différents aspects des militaires anciennes. Puis je viens d'une famille militaire. Fait que des fois, j'ai le tendance à être un petit peu plus sur au intérêt du musée de la guerre, mais en être dans cette position, j'ai eu beaucoup de chance à quand même avoir l'expérience au musée de l'histoire aussi. Puis il y a un lien, hein? Puis il y a un lien très fort. Puis t'as trop bien dit ça. à vraiment ajouter, mais c'est vraiment d'avoir la chance de voir les visiteurs et nos membres de personnel interagir ensemble, puis avoir des discussions, puis des interactions incroyables. C'est ça qui fait toute valoir. Non, en tout cas, c'est tellement bien dit là. Et puis, juste pour revenir au fait, à pourquoi vous êtes là aujourd'hui sur le plateau, c'est que à partir de maintenant, je pense que c'est déjà lancé. Hein? Oui. À partir de maintenant, au Musée canadien de l'histoire, au Musée canadien de la guerre, il y aura des interprètes qui seront là, en français et en anglais, pour expliquer en une dizaine, quinzaine de minutes qu'est-ce que les gens sont capables de voir. Puis ici, on veut parler de qu'est-ce que vous m'avez rapporté. En fait. je ris très, très mal, mais je vais essayer. Je ferai un beau commandant, par exemple. Ça te fait bien. Je pense que tu ferais mieux avec beaucoup plus de décoration. Avec beaucoup plus de décoration? Je vais y travailler. Alors, c'est des artefacts, comme vous avez dit, que les interprètes auront avec eux pour présenter à chaque fois. Est-ce que ça va représenter chacune des expositions ou comment ça va se passer? C'est juste des artefacts comme ça? Au Musée de la guerre, c'est vraiment à cause de l'introduction aux Premières Guerres mondiales. Tous les artefacts ont lien avec la Première Guerre mondiale, puis surtout la technologie. Excusez, on n'est pas trop sérieux dans ces vendredis. Je trouve tellement cute, là, regardez ça. Est-ce que c'est quelque chose qui se vend à votre boutique? Non. Non, ça fait que ça, c'est trop mignon. Mais non, c'est notre poupée Izzy. Izzy. En fait, ça fait que ce poupée-là va représenter la 3e galerie dans la salle d'histoire canadienne, avec le Canada moderne. C'était une poupée qui a été donnée par un corporal, Mark Eisfeld, pendant les missions humanitaires. Ça fait qu'il donnait aux enfants qui venaient des pays déchirés. Ça fait qu'on a une couple. Mais en fait, cette poupée-là, on le retrouve dans notre... On a des trousses pédagogiques qui seront aux écoles. Ça fait que chaque trousse a une poupée. Et c'est vraiment juste c'est vraiment un symbole de la paix, des missions humanitaires. En tout cas. OK. Écoutez, merci. Je vais le déposer parce que c'est une pièce unique, là. Je ne vais pas le garder. Je vais le garder. Mais merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir parlé de cette belle initiative. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens et puis ça va les aider à savoir exactement par quoi je commence parce que il y a beaucoup de choses à voir au Musée canadien de la guerre et au Musée canadien de l'histoire. Et donc, je vais demander aux gens à la régie de mettre les deux sites Internet. Parce qu'on a le Musée canadien de la guerre, donc www.musée de l'histoire. On va commencer avec celui de Musée de l'histoire, www.museedelhistoire.ca pour avoir toutes les informations concernant cette nouvelle manière d'interagir avec le public que le Musée canadien de l'histoire a. Et on a aussi le Musée de la guerre, donc www.museedelaguerre.ca pour avoir toutes les informations similaires à ce dont on vient de discuter. On va prendre une pause et juste après la pause, cette fois-ci, on va parler littérature. Vous regardez Tout savoir. Ouf, c'est ça. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe
Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. De retour à Tout savoir, on va découvrir ensemble Charlotte au pays des mots. Avec moi, l'auteur Emmanuelle Ernie Newton, qui est autrice et qui a fait paraître cet ouvrage-là, qui va faire paraître cet ouvrage-là aux éditions Interligne. Donc, on a un peu la primeur de qu'est-ce qui s'en vient. Emmanuelle, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Première question que j'avais envie de poser, c'est ton rôle d'autrice. Comment ça a commencé cette aventure? Moi, j'aime jouer avec les mots. Ça a toujours été... Je pense qu'à 8 ans, le premier souvenir que j'ai, c'est que ma mère était passionnée de science-fiction. Elle m'était dit, pour son anniversaire, je vais lui écrire un roman de science-fiction. J'avais 8 ans, j'avais commencé. Bon, évidemment, j'ai jamais fini. J'ai fait à peu près un paragraphe au crayon. Mais les semences étaient en train de se... Mais c'était ça. Parce que écrire, c'est comme avoir un rêve, mais il reste quelque chose à la fin. Donc, on fait un rêve, mais on invente un monde en même temps. OK. Donc est-ce que Emmanuelle dirait qu'elle a été influencée par maman? Oh, ça, il n'y a pas de doute. Par ma mère, par les lectures que je faisais à tous les âges. Et progressivement, en plus, moi, je suis une pédagogue dans l'âme. J'ai été enseignante, je travaille encore comme conseillère pédagogique. Donc, il y avait vraiment toute cette dimension de j'aime apprendre des choses et j'aime transmettre des choses. Donc, mon rôle d'auteur, même quand j'ai écrit, j'ai un autre roman qui est publié aux éditions L'Harmattan, qui est très différent, mais on apprend des choses toujours à travers le roman, parce que je trouve que c'est ça qui est stimulant. Plutôt que d'être dans un monde qu'on connaît, on est projeté dans un monde qui est différent. C'est ça que j'aime. OK. Est-ce que, Emmanuelle, tu préfères qu'on te nomme auteur ou autrice? Ou ça te dérange? Autrice, le féminin est évident. Okay. Donc, allons-y avec autrice. Autrice, OK, parfait. Donc, je vais y aller. Donc, en tant qu'autrice, j'aime bien... quand je parle avec les auteurs, en général, j'aime bien poser la question de savoir d'où est-ce que ça vient, l'origine de l'histoire qui est racontée dans un roman. On ne va pas parler de Charlotte déjà au pays des mots, mais les premiers romans. D'où est-ce que on parlait de quoi dans les premiers romans? Parce que je sais que les thématiques ont changé au fur et à mesure. Oui, alors, en fait, j'ai 2 ouvrages qui sont parus. Un qui est un manuel de grammaire. Vous ne voulez pas en entendre parler aujourd'hui. De côté, oui. Et l'autre, c'était donc un roman policier musical. Donc, l'indice pour savoir s'il y a eu meurtre ou pas meurtre, c'est un indice musical. Donc, à l'époque, je faisais partie d'un jazz band, je faisais de la batterie dans un jazz band, puis c'est parti de là. Puis je me suis dit, OK, comment je peux créer un roman où on va plonger à la fois dans un univers, on va décrire l'univers d'un orchestre symphonique, mais aussi l'univers d'un orchestre jazz qui est complètement différent avec l'improvisation, etc. Donc ça, c'était l'impulsion pour mon roman, tiré de ma vie réelle, mais en même temps avec une touche de, OK, comment je vais pouvoir faire quelque chose Ces histoires-là, je me demande toujours, comment ça vous vient? Parce que pour avoir une intrigue policière, là, il faut vraiment peut-être faire des recherches, aller regarder des films, documentaires pour savoir exactement dans quel monde qu'est-ce qu'on s'en va. Oui, j'avais fait pas mal de recherches, notamment au niveau de l'orchestre symphonique, parce que je n'ai pas fait partie d'un orchestre symphonique, j'ai une formation de piano classique, et puis j'étais pas professionnelle en piano, loin de là. Et en même temps, j'étais passée du point de vue de la batterie jazz, donc rien à voir. Mais donc, c'était ça que j'ai dû faire de la recherche par rapport à ça. Et puis, c'est des choses qui m'intéressent à chaque fois parce que, justement, je me focalise sur quelque chose que je connais, mais il y a des aspects que je ne connais pas. Puis là, je vais creuser. Pour un premier roman, après
l'ouvrage de grammaire, pour le premier roman, est-ce qu'il y avait du stress avant la parution? Puis est-ce qu'il y avait des questionnements dans le genre, est-ce que ça va être accepté, bien pris par le public? Pas vraiment. Non, parce qu'en fait, bon, je sais, je suis pas un auteur qui va tirer des milliers d'exemplaires. Je suis juste une passionnée. Exactement. Donc c'est plus le processus qui est intéressant pour moi. Et donc à partir du moment où on est passionné par le processus d'écriture, ben, il y a moins de pression sur OK, bon, ce serait bien si je me fais éditer, mais bon, c'est quand même, ça passe au deuxième plan. Puis je me suis fait éditer, donc là c'était encore mieux. Bravo. Et là maintenant on passe au deuxième roman, Charlotte au pays des mots. Là on reste toujours dans l'univers de la langue, l'univers des mots. Et il y a quelque chose que tu as écrit, que les mots autant qu'ils nous expriment. Je trouve ça profond, mais en même temps intriguant. Est-ce que tu m'expliques qu'est-ce que tu veux dire par cette citation? Notre langue est le reflet de notre culture. Très vrai, oui. Et notre culture est aussi, dans une certaine mesure, le reflet de notre... Là, je vais expliquer les deux... Merci. Est-ce que tu as senti comme la confusion dans mon visage comme... OK. Le point d'interrogation. Notre langue est le reflet de notre culture. Ben, les choses qu'on veut exprimer vont ou sont exprimées dans les mots de notre langue. Un exemple très concret là, de choses qui se modifient dans les dernières années, c'est des pronoms qui sont apparus. Les fameux pronoms qu'on ajoute là, à la fin de notre signature dans les courriels. Ben, auparavant, le masculin et le féminin suffisaient à représenter conventionnellement la culture dans laquelle on vivait, notre société. Puis tout à coup, la binarité, c'était pas suffisant. Donc là, on est passé à quelque chose et la langue a évolué. Donc, on a cette notion que la langue évolue avec la culture dans laquelle elle prend vie. C'est vrai. Et puis, d'un autre côté, on a aussi cette idée que la langue, finalement, nous restreint ou nous ouvre en fonction des mots qu'on utilise. Les mots, c'est un peu comme des poignées pour attraper nos idées. Si on n'a pas ces poignées-là que sont les mots, c'est beaucoup plus difficile d'exprimer nos idées. Ah là là, déjà je vais être authentique avec toi et te le dire. Moi, je dois, on m'a fait cette remarque-là plusieurs fois, il faudrait que tu lises encore et encore pour développer ton vocabulaire parce que tu travailles à la télé et c'est souvent ça qui peut arriver. Tu veux dire tellement de choses, mais tu cherches le mot. Mais c'est parce que tu as un vocabulaire qui doit être encore développé. Oui, non seulement ça, mais on vit dans un univers qui est anglophone ici à Ottawa. Donc on a à la fois ce challenge, mais aussi mais aussi cet avantage qui est que finalement, pourquoi est-ce qu'on passe d'un mot à l'autre? Parce que, bon, quand on est bilingue, on va aller chercher la meilleure poignée finalement pour nos idées. C'est ça. Puis des fois, elle est en anglais, même si on est en train de parler français. En français, oui. Et puis, même chose, si on est en anglais, puis qu'on a une expression qui représente exactement ce qu'on veut dire, on va aller la chercher en français. Là, tu enlèves une pression à ceux qui vivent dans notre communauté ici, dans notre région, parce que c'est bilingue. Donc souvent, tu viens de le faire toi-même. Là, tu as dit challenge, mais moi, j'ai dit fun tout à l'heure. En tout cas, c'est des affaires qui peuvent arriver et tu l'as dit, ça reflète notre culture. Donc on ne devrait pas se taper sur la tête tout le temps quand on fait ce genre d'erreur. Je dis ça en griffe. C'est vrai parce que quand on commence justement à plonger dans la grammaire, dans l'étymologie, d'où viennent les mots, ils viennent de plein de régions géographiques différentes. Donc le français, il n'est pas fait que de mots français. D'abord, c'était essentiellement du latin. Du grec aussi, mais il y a eu aussi toute une évolution. Donc, de tout temps, finalement, la langue, c'est les courants qui l'ont traversée, et notamment les courants, je dirais, par qui on a été envahi, par les Romains en France. Et c'est comme ça qu'il y a eu l'unité de la langue, parce qu'avant, en fait, le français n'existait pas. Le français, il a été finalement amené par les latins, parce qu'il y a eu une unité tout à coup de la langue. Et si les gens se demandent en ce moment... Mais pourquoi on fait toute cette histoire-là? C'est parce que c'est toute cette histoire-là qui se retrouve quelque part, on va dire, dans ton ouvrage, Charlotte. Il y a une petite guéguerre entre les mots. Est-ce que tu nous expliques qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Oui.
Alors, c'est un roman fantaisie, ludique et grammatical. Alors, je sais que c'est bizarre. Là, mais c'est bon, tu as trouvé la bonne manière de nous enseigner. C'est la pédagogie que tu as. C'est ça. Et en fait, donc, c'est une jeune fille qui se réveille dans son livre de grammaire. Donc, elle est au pays des mots. Elle ne comprend pas bien ce qui se passe. Pauvre elle. Pauvre elle. Surtout quand on n'a pas suivi ses cours de grammaire assidûment. Donc là... Eh ben, elle se rend compte qu'en fait, les mots sont des personnages, mais ces personnages ont la personnalité des caractéristiques grammaticales qu'ils ont. C'est-à-dire, par exemple, dans ce pays-là, les mots, les noms, ce sont les rois. Pourquoi ? On s'accorde avec eux, en genre et en nombre, on n'a pas le choix. Donc beaucoup de mots sont obligés de suivre les noms, féminins s'ils sont féminins, masculins, etc. Puis à côté de ça, on a les adverbes. Alors, les adverbes difficilement, doctement, etc., etc. Les adverbes, ils ne s'accordent pas avec les noms. Donc les adverbes, c'est des rebelles. Ils sont indépendants, ils veulent libérer d'autres mots. Ils vont où ils veulent. Voilà, exactement. Donc ils vont prendre un petit peu Charlotte sous leur aile pour l'aider à retrouver le pays de chez elle, plutôt que de rester dans le pays des mots. Et donc, au travers du roman, donc Charlotte va être confrontée à différents types de mots, différentes natures de mots, les conjonctions, les verbes. Alors, les verbes, c'est des bébés, je ne vous en dis pas plus. Il faudra lire le roman. Alors, je me demande, qu'est-ce que, Emmanuel, tu avais en tête en écrivant ce roman-là? C'était quoi ton objectif pour le lecteur qui va l'avoir entre les mains? L'objectif... Mon premier objectif, c'est toujours de m'amuser. Parce que si on ne s'amuse pas en tant qu'auteur, on ne va pas du tout amuser le lecteur. Donc ça, c'est déjà la première chose. Mais au-delà de ça, c'était vraiment de mettre de l'émotion dans un sujet que les gens trouvent très, très... difficile. Oui, difficile, moi, créatif. Je le disais avant-hier, désolée, là, mais que la langue française, je la trouve tellement... Elle est belle, mais elle est souvent compliquée, là. Ouais. Beaucoup de choses à comprendre, à connaître, à accorder. Oui, absolument, absolument. Mais comme je disais, aussi, elle évolue. Des fois, elle se simplifie pour le meilleur. Des fois, on se dit, oui, mais la simplifier, on perd finalement un élément de sa substance. Donc justement, ça, c'est un petit peu en filigrane dans le roman. Charlotte se pose des questions sur comment la langue évolue, etc. Et puis comment elle correspond finalement à son monde et comment elle évolue en fonction de la culture qui évolue elle aussi. Moi, j'ai vu le titre « Charlotte au pays des mots ». Je me suis dit, est-ce que ce roman-là, c'est un roman jeunesse? Mais non. Je dirais que adolescents, adultes, tous les gens qui se questionnent sur leur langue. Alors, c'est pas des petits enfants, c'est pas un roman pour des tout petits, mais je dirais que le titre fait référence aussi à Alice au pays des merveilles. Exactement, parce que c'est un peu la même idée. Elle tombe pas dans le trou du lapin, mais là, elle tombe dans son livre. Et on a un peu cette même sensation, mais peut-être un petit peu plus poussée dans Charlotte, qu'il y a toute une métaphore derrière. Donc on peut le lire au premier degré, puis s'amuser, parce que je fais plein de jeux de mots, évidemment, je suis au pays des mots, je vais faire des jeux de mots. Mais au-delà de ça, il y a justement une couche métaphorique qui va être comprise plus par des adolescents et puis des adultes, évidemment. Alors, quand on a déposé cet ouvrage-là pour l'édition, que ça a été accepté, c'est sûr que tu as été super contente. Et là, maintenant, il est presque prêt. Enfin, il est prêt, je dirais, mais c'est juste qu'on attend le lancement officiel. Nous, on a juste eu la chance de t'avoir ici. Alors, comme je te posais encore comme question, ton objectif, c'est que les gens se rendent compte que la langue, peu importe la langue qu'on a, elle est belle et elle va continuer d'évoluer. On ne va pas rester statique avec notre langue parce que la culture évolue de toute façon. Absolument, absolument. Donc, l'idée d'être un nazi de la grammaire... Ouais. Ça n'a pas de sens parce que si la langue n'évolue plus, on appelle ça une langue morte. Là, c'est catastrophique. C'est ça. Parce que le latin, c'est une langue morte. Plus personne l'utilise pour communiquer. Notre langue, elle est vivante. On s'en sert pour communiquer. Ouais. Du fait qu'il y a des gens qui l'utilisent, forcément, elle va évoluer. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça a été très intéressant de discuter avec toi. J'espère que nos téléspectateurs ont apprécié. C'est pour quand la sortie officielle? Il va nous rester 20 secondes.
4 juin, je pense. Donc, dans 1 mois exactement. Oui. Je croise les doigts que tout se passe pour le mieux pour toi, que ce soit un réel succès. Merci et puis beaucoup. qu'il soit bien accepté par le grand public. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, donc le rendez-vous est pris. Si on vous a donné le goût de le prendre, ce roman-là, vous allez devoir attendre un tout petit peu de temps. Donc, je dirais juste 3 semaines. Là. Vous pourrez avoir accès à ça au www.interligne.ca. On se revoit juste après la pause pour regarder Tout savoir. Merci beaucoup. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaho, me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Gros scoop, tout le monde. Bienvenue à l'émission Court-Circuit. Je m'appelle Céleste Lévy. Court-Circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. Étudiez fort, ça vous garantira jamais de gagner au jeu de hasard. Découvrez des astuces pour un jeu responsable à nemisezpassurlehasard.ca. Le transport en commun, la collecte des déchets, le déneigement de votre rue. Comment rester informé sur ces services municipaux importants? Voyez les élus de votre communauté à l'œuvre grâce à la couverture du Conseil municipal de TV Rogers. De retour à Tout savoir, quelle belle émission qu'on a eue aujourd'hui, plusieurs différents sujets et moi j'ai apprécié discuter avec mes invités. J'espère que vous avez pris plaisir de passer ce temps avec nous. J'aimerais juste faire quelques petits rappels et première des choses, ce serait de remercier encore une fois la communauté francophone pour votre apport, pour votre soutien, pour le premier gala Jeans et chemises blanches du Centre Le Cap qui s'est tenu hier à l'Excentricité. J'ai pas pu y être malheureusement, mais j'ai appelé, j'ai eu des nouvelles, j'ai entendu dire que tout s'est super bien passé, donc je voulais vous dire merci et ils ont récolté plus de 100 000 $ et ça c'est grâce à vous, mais ça ne suffit pas, donc si vous pensez appuyer toutes les activités et tous les efforts du CAP, je vous inviterai à visiter leur site internet au www.centrelecap.ca. Autre chose que j'ai discuté aujourd'hui à l'émission, j'ai parlé avec Brent Epperson, un professeur de l'Université Saint-Paul qui était là sur le plateau pour vous inviter au prochain symposium annuel de l'Université Saint-Paul sur la résolution informelle de conflits qui se tiendra du 6 au 7 mai, donc la semaine prochaine. Il est possible de vous inscrire ce week-end. Il est possible aussi de participer en personne ou en virtuel. Allez visiter leur site internet pour avoir plus d'informations au www.ustpol.ca. Et pour les parents, si vous cherchez des camps de jour pour vos jeunes enfants, facile, visitez rapidement le site internet www.kinéactif.ca. Il me semble que c'est ça, si je ne me trompe pas, non? Kinéactif.com, c'est le site internet pour avoir accès à tout ce que cette entreprise-là offre dans la région concernant les camps de jour. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour lundi à partir de 11h. Je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye. Échangez avec nous en visitant notre site Internet ou par courriel aux commentaires à rci.rogers.com. Cet enfant est en parfaite santé. Ce qui est malsain, ce sont les signalements des naissances. Une pratique raciste qui pourrait empêcher cette mère autochtone de rentrer chez elle avec son nouveau-né. Devenez un allié.
Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé.